messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. En juillet dernier, l'auteur, compositeur, interprète Gilles Parent lançait un projet pilote d'initiation à l'écriture pour les jeunes âgés de 10 à 14 ans. Il s'agit, bien sûr, d'un camp artistique. Alors, pour nous en parler, on le reçoit et il nous en parle de A à Z, comme on dit. Alors, mesdames et messieurs, l'auteur, compositeur, interprète macamicois, Gilles Parent. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Gaby. C'est un projet pilote. On en a parlé ici au mois d'avril dernier. Tu étais venu présenter ça. Gilles était inquiète un peu. Parce que quand on se lance un peu dans l'infini. Là. On est là et on se dit, ben regarde, si on le fait pas, on le saura pas. Si on le fait, on frappe le mur, ou ben non, la route est là, elle est belle, puis on continue. Voilà. C'est un petit peu ça. Ouais. Alors, c'est un projet pilote d'initiation à l'écriture. Comment ça a été, Gilles? Ça s'est très, très bien déroulé. Alors, les petites craintes qu'on avait se sont dissipées rapidement dès l'arrivée des participants le mardi soir, parce qu'on les a accueillis comme le mardi soir. Ils sont repartis le vendredi soir avec leurs parents. Alors, dès qu'on leur a vu la binette, qu'on a pu mettre un visage sur leur prénom, toutes les craintes se sont dissipées rapidement. Alors, ça a été une très, très belle expérience. Parce que quand on s'en est parlé au mois d'avril dernier, ben c'est sûr que Gilles Parent disait, c'est un risque, minime peut-être, mais c'est quand même un risque, mais c'est un beau risque. Absolument. Alors, en fait, c'est un risque dans le sens que on aurait pu se péter la gueule, mais on s'était dit, bon, allons-y avec un minimum de participants pour rentrer dans nos frais, parce que bon, il y avait des repas, il y avait de l'hébergement, il y avait des spectacles qu'on accueillait, on allait voir des spectacles aussi. Oui, parce qu'on n'était pas enfermés 24 heures par jour. Là. Non, absolument pas. Là. Il y avait des activités pour ces jeunes-là. Voilà. Puis nous, il fallait aussi avoir un certain salaire. Faut quand même, faut vivre normal, aussi. Mais oui. Alors, c'est un peu ça qui était le risque, mais c'est un risque calculé. Alors, on s'était dit, on va prendre un minimum de 10 participants. Finalement, on en a eu 7, parce qu'on a eu 2 désistements à la dernière minute, mais malgré ça, on a tenu le camp pareil. Alors, ça s'est très bien déroulé. Nos 7 participants sont arrivés le mardi avec leurs parents. Et puis, il faut dire qu'on les logeait, on les nourrissait et on leur donnait la formation. Puis, il y avait aussi des activités connexes à tout ça. Alors, ça a été... il y avait des jeux également. Alors, les enfants sont arrivés. On a eu des enfants âgés entre 10 et 14 ans. 3 frères qui venaient d'Alembert. On avait un grand monsieur de 14 ans qui venait de Malartic. On avait une jeune demoiselle de Laverlechère. On avait une autre des Vins. Et bon, c'est ça, puis on avait un autre de Sainte-Terre. Alors, si on regarde ça, Gilles, là, je ne vais pas tirer la pierre à personne, absolument pas, mais quand on regarde ça, c'est fait par Gilles Parent, auteur, compositeur, interprète de Macamic, Abitibi-Ouest. Le camp se tenait à Colombourg, Macamic secteur Colombourg, en Abitibi-Ouest. Puis il n'y a pas eu de participants de l'Abitibi-Ouest. Il n'y a pas eu de participants de l'Abitibi-Ouest, mais ça me dérange plus ou moins. Et puis je vais expliquer pourquoi. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il y ait des enfants de l'Abitibi-Ouest, mais j'explique mon point de vue. Quand j'étais plus jeune, j'allais participer à des camps. Je voulais voir ce qui se passait à l'extérieur de la région. Alors, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont faire le camp musical à Barraute. Il y en a qui vont à l'école de hockey à l'extérieur. Mais c'est sûr que c'est décevant un petit peu parce qu'on se dit, il y a l'école de hockey à Macamic, puis il y a beaucoup de participants qui vont là. Mais je me dis, bon, c'est partie remise. C'est un projet pilote. Oui, exactement. Puis très, très content de savoir qu'il y a des gens d'extérieur qui s'y sont intéressés. Je me dis, le message a passé, puis on a fait vraiment peu de publicité. Alors, avec le peu de publicité qu'on a eu, je me dis, tant mieux, c'est de bon augure pour l'année qui va suivre. Fait que ça veut dire que pour Gilles Parent, c'était un projet pilote qui va probablement, je suis persuadé, recommencer l'an prochain. Peut-être structuré peut-être un peu autrement. Là. On parlait peut-être avec des groupes différents. Là, on va en venir sur ça là, un petit peu plus tard. Mais seulement que... Alors, pour Gilles Parent, c'est un projet pilote et il est satisfait de ce qu'il a vu et entendu. Absolument. Puis non, ça a été une belle bon, ça a été de s'adapter aussi parce qu'il faut dire qu'on est 24 heures sur 24 avec les enfants. Oui. On devient des parents, on devient leurs parents. On est papa, maman, parce que ma conjointe était avec moi dans le projet cette année.
24 heures sur 24, puis sinon un qui respire mal durant la nuit, mais faut Ah oui, c'est sûr, mais oui, c'est sûr. Vous êtes les parents de ces enfants-là. On veut donner un rendement, on veut que les parents de ces enfants-là sachent qu'ils sont en sécurité. Oui, c'est très important aussi. C'était une très grosse responsabilité. La première nuit, on n'a pas beaucoup dormi parce qu'on voulait s'assurer que tout le monde dormait bien, justement. Oui. Et puis, ça a été une belle acclimatation. Puis le lendemain, ça s'est bien placé. Les activités connexes à ça, c'était quoi? Bien, on avait tout d'abord, faut dire que c'était des formations. De base, c'était la formation en écriture. Alors, on a vu des choses par rapport aux rimes, par rapport au rythme, par rapport à toutes sortes de choses qui ont rapport aux chansons, aux textes de chansons. Alors, les enfants ont eu plusieurs formations à ce niveau-là, que c'est moi qui donnais la formation. Les activités connexes aussi, on avait des jeux, parce qu'il faut aussi, bon, on a des tensions, on crée des tensions à travers ça. Là, il faut libérer les tensions aussi. Fait qu'on avait des jeux, mais toujours des jeux que les enfants connaissaient pas ou peu. On a joué au bâton. Je sais pas si tu te rappelles, Gaby, d'avoir déjà joué à ça. Ça me dit quelque chose. Un bâton dans le trou. Oui, OK. Celui qui l'envoyait le plus loin, ou je sais pas quoi, c'est ça. Okay. Alors, les enfants ont adoré ce jeu-là. On a fait du souk à la corde aux quatre coins. On a joué aux billes. On a joué aux quatre coins aussi, mais sans corde. Alors, c'est des jeux que je jouais, moi, quand j'étais plus petit, puis je me rappelle, mes parents ont joué un petit peu aussi à ça. Alors, ça a été bien le fun, parce que les enfants disaient « On a bien aimé tes jeux de vieux. » Fait qu'on a joué beaucoup, et puis on a été chanceux parce qu'on a eu de la belle température, donc les enfants allaient jouer facilement à l'extérieur. On avait beaucoup d'activités qui avaient rapport à l'écriture. Okay. Exemple. On est allé voir le musée Claude Morin, collection Claude Morin, où les enfants ont pu assister à une visite guidée. Et par la suite, après avoir reçu cette visite-là, avoir vu tout ce qu'il y avait comme objet, se sont choisis un coin dans la grange. Oui, OK. Et je leur demandais d'écrire sur ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils sentaient. Puis ça a été, selon moi, ça a été les plus beaux résultats de texte qu'on a eu. Ça a été vraiment profond, ça a été vraiment intéressant. L'ambiance qui régnait sur place, ça a été bien fun. Quand on parle, Gilles, d'un camp écriture, là, c'est que c'est dans le but de faire une chanson. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont les rimes? Je sais pas, là. Je connais pas ça, moi, là. OK. En fait, moi, l'approche que j'avais, c'était pas nécessairement pour la chanson. Okay. C'était surtout pour les mettre en action. L'activité d'écriture est là pour donner des trucs aux enfants pour commencer à écrire. Comment je fais? Comment on fait pour commencer à écrire? Je commence par quoi? Ça débute où? Ça finit? Okay. Ça finit comment? Alors moi, ce que je leur donne, c'est des outils pour pouvoir se mettre en action, pour briser le syndrome de la page blanche, si on veut. Voilà. Au niveau des enfants qui étaient là, il y en a qui avaient un petit peu d'expérience. Il y en a même qui avaient assisté à mes ateliers à l'école. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé plus loin les choses qu'on a à voir, les thèmes, etc. Et puis, les enfants devaient produire soit sur place, durant l'atelier que je donnais, exemple sur la rime, ils pouvaient faire des textes qui rimaient. On a vu toutes sortes de choses, comme par exemple, on pouvait faire un poème, si on parlait d'une fleur, mais il fallait faire le dessin de la fleur en même temps. Alors, le jeune, il écrivait ses phrases. Exemple, toutes sortes de jeux comme ça. Okay. Mais c'était tout le temps pour briser le syndrome de la page blanche, c'est de se mettre en action. Et puis, au travers de ces activités-là, les enfants ont appris différentes techniques. Et puis, je suis convaincu que ça leur aide aujourd'hui, soit à l'école ou dans leur création, d'aller plus loin. Ça, Gilles, ça veut dire quand vous avez été, mettons, visiter la collection Claude Morin. Bon, on sait que ce sont d'anciennes voitures qui datent des années du début du 20e siècle ou à peu près. Là. Bon, puis que tu as dit à ces 7 jeunes-là, là, chacun s'en va là, dans son coin, puis là, vous écrivez ce que vous pensez. Personne n'a écrit la même chose. Ah, absolument pas. Puis ça a été... c'est très, très, très surprenant ce qu'ils peuvent nous sortir. Qu'un enfant de 10 ans te sorte des choses que jamais je me serais attendu à ça. Tu sais, la qualité des textes qui est sorti, c'est vraiment surprenant. C'était un beau... parce que cette activité-là de la collection de Claude Morin, ça a été la dernière avant que les parents viennent chercher les enfants.
Alors, dernière officielle d'écriture, si on veut. Alors, lorsqu'il y en a qui ont lu de leur production la dernière journée, parce qu'il faut dire que le but aussi, c'était ça, c'était de faire plusieurs textes pour les présenter à leur famille avant le départ. Il y en a qui ont été très, très touchés par leur qualité d'écriture. Il y a eu aussi un spectacle du chansonnier Gilles Boucher. Absolument. Alors ça, c'est une des activités aussi que je trouvais intéressante, c'est de faire venir un artiste qui nous parle d'un artiste très connu. Alors Gilles Boucher fait un excellent spectacle, un excellent résumé de la vie de Félix Leclerc. Et les enfants avaient déjà entendu parler. Ils connaissaient le nom, connaissaient peut-être plus ou moins ce que le bonhomme faisait, mais Gilles a vraiment répondu à leurs questions, a interprété des chansons. Est-ce que c'est un gars du coin ici? C'est un gars d'Amos. C'est un gars d'Amos. Et puis, il leur a expliqué ce qu'il faisait comme texte, puis d'écouter telle partie. Puis ça venait compléter ce que moi, je leur avais apporté en atelier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on amène les enfants voir le Paradis du Nord. Alors ça, je fais ça dans ces dates-là pour pouvoir aller voir cette production-là. Et puis là, on les prépare. On les prépare à aller voir la production. Remarquer telle chose, remarquer dans le niveau des textes, au niveau de la musique, au niveau des décors, au niveau du jeu des acteurs. Alors les enfants, après, lorsqu'on a fait un bilan le lendemain matin, ils nous ont apporté plein de choses. Ah, moi j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça. Alors ils ont vu le spectacle d'une autre façon. C'est ça, ils ont vu ça d'une autre façon, puis c'est ça qui est Ils ont intéressant. vu le spectacle de 7 autres façons différentes. Absolument. Les uns des autres. Oui, voilà. Gilles, moi j'aurais pensé le contraire. Tu as eu majorité des garçons. Ben oui. Puis moi, là, c'est fou, mais j'aurais pensé le contraire. Ben écoute, c'était aussi ma crainte. J'avais peur d'avoir juste des filles. Finalement, on a eu 2 filles, puis on a eu 5 garçons. Ça a été une belle surprise, puis une belle révélation. Je me suis rendu compte que les garçons ont une sensibilité. Écoute, moi, j'en ai une quand j'écris, mais je pensais pas qu'il y avait autant de garçons qui pouvaient avoir autant de profondeur puis de sentiments à déployer comme ça. Ça a été une très, très belle révélation à ce niveau-là. C'est sûr que je m'attendais à avoir plus de filles parce qu'on sait que les filles ont plus de facilité. Oui, c'est ça. Mais je me suis rendu compte que fallait pas garder ces stéréotypes-là. Je suis très content d'avoir eu plus de garçons que de filles. Donc, Gilles, si on résume le projet pilote d'initiation à l'écriture pour les jeunes, peut-être très vitement, il reste à peine 1 minute, peut-être faire 2 groupes l'an prochain que tu penses. Oui, l'an prochain, ce que j'aimerais faire, l'approche, ça serait de faire environ 3 fins de semaine de premier niveau, un peu comme ce que j'ai présenté cette année. Et bon, je sais qu'il y a des élèves qui vont peut-être vouloir revenir au camp puis qui ne voudraient pas suivre la même formation. Donc, j'amènerais un week-end où là, en fait 3 jours où là, j'amènerais un niveau 2. Alors, c'est un peu ça qui serait l'idée. Alors ça, je vais en parler. C'est tout à l'étude actuellement. C'est quelque chose que je vais préparer cet hiver, puis je vais en parler après les fêtes. Mais pour une deuxième édition, c'est presque assuré qu'il va y avoir une deuxième édition. C'est sûr qu'il va en avoir. On te réinvitera, Gilles, après les fêtes pour venir nous en parler. Absolument. Ça va toujours nous faire plaisir merci de vous recevoir, Gilles. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Maréchal Ferrand. Les plus jeunes ne savent probablement pas du tout quel est ce métier. Les plus âgés, probablement que oui. Il y en a un ici chez nous et je le reçois de Sainte-Rose de Pouillery, M. Pierre Landry. M. Landry, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Landry. Maréchal Ferrand. Eh, mon Dieu Seigneur, ça, il me semble, ce sont des chevaux, c'est certain. Oh. Mais c'est quoi le métier de maréchal Ferrand? Ben moi, j'étais dans les chevaux de course. Hein. Puis les chevaux de course, mais c'est bien de la précision. Tu sais. C'est comme une oui, forme parce que ça, là, exactement, on va en emmener un petit peu plus loin parce que on va parler de différence entre un cheval qu'on peut appeler un cheval. Équitation. Oui, équitation, travail ou quelque chose du genre. Puis un cheval de course, ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil tantôt. Mais c'est un peu pareil, oui. Okay. Parce que tu as des chevaux, même d'équitation, qui ont besoin d'être corrigés à cause de leur conformation
pour que les pattes aient à la bonne place, hein, pour pas des problèmes musculaires, des affaires de même. Ah oui. Ah, c'est une grosse école. Je comprends. D'abord, il faut dire que vous êtes originaire d'ici, du coin. Oui. Vous êtes originaire de la Morandière, puis vous avez été pendant 44 ans à faire ce métier à Montréal et dans les environs. Ouais, moi, là, si on se reporte à il y a 40 quelques années passées, on se reporte aux années 70, mettons, au début des années 70, c'est ça? Ouais. Au début des années 70, quand on parle de Maréchal Ferrand, je suis certain qu'au début des années 70, il n'y avait pas grand chevaux dans la ville de Montréal. Il y avait 960 chevaux à l'hippodrome de Montréal. 960 chevaux sur le terrain. Ah oui? Puis j'ai eu la chance d'avoir un bon professeur que j'ai travaillé, c'était un des meilleurs à l'hippodrome, que j'ai travaillé 13 ans pour lui. Après ça, j'ai parti à mon compte. Hein. Avec mes frères ont venu travailler avec moi, puis on tout appris ensemble. Moi, là, parlez-moi de votre passion pour les chevaux, parce que il me semble, en tout cas moi, là, je sais pas, mais il me semble que pour travailler avec les chevaux, on peut dire ferrer les chevaux aussi, OK? Oui. Bon, ça prend, il faut aimer les chevaux. Oui, mais c'est ça, mais moi j'adore les chevaux. J'en ai 5 à la maison. Puis ce que j'aimais, c'est arranger des poulains ou des chevaux, puis aller les voir courser, les voir performer. Puis souvent, je les améliorais beaucoup. Ah oui? Ah oui, ça paraît beaucoup. Un cheval qui est à l'aise. Parce que s'il n'est pas à l'aise, il va faire des petits, tu sais, des peureux un peu. S'il est parfait, il se fait pas mal d'une part, tu sais, puis le cheval, il s'améliore beaucoup. Dans sa tête, il est bien. C'est ce qu'il y a une personne qui veut courir, puis il y a des bonnes chaussures. C'est la même affaire. Tu peux pas courir avec des mauvaises chaussures. Non, c'est bon, ce que vous dites là. Monsieur Landry, dites-moi une chose. Qu'est-ce que vous dites à une personne qui a peur des chevaux? Parce qu'il y en a qui ont peur des chevaux, et j'en suis une personne qui a peur des chevaux. Qu'est-ce que vous dites à une personne qui a peur des chevaux? Bien, c'est de la manière de se placer sur un cheval qui a son point mort, tu sais, qu'il n'y a pas de danger, vis-à-vis de l'épaule, en avant. Va-t'en pas dans le milieu du cheval, ils vont en arrière. Va-t'en en avant. Tu sais, quand tu veux rencontrer une personne, c'est face à face. Mais un cheval, c'est pareil, mais un peu de côté, tu sais. OK. Fait qu'il n'y a pas de problème. Au moins, tu as le cheval, tu sais. Tu sais, t'es une belle position. Tu sais, si t'es mal placé, c'est dangereux. Comme moi, j'étais chanceux, je me suis jamais fait faire mal. Oui, justement, je voulais revenir sur ça. Jamais fait vous faire n'êtes mal. pas fait ruer, jamais, vous n'êtes pas fait... Ça a passé proche, mais c'est jamais arrivé parce que j'étais bien placé. Ah, tu sais, je m'en allais dans son angle mort, tu sais. Puis la patte, que je la prends, je l'amène où ce qui est inoffensif. Après ça, là, je m'en vais avec. Puis il y a une manière de le prendre parce aussi. que ferrer un cheval, on va parler de ferrer un cheval, on y rentre des clous. Oui, c'est ça. Est-ce que ça lui fait mal? Non, c'est de la corde, c'est comme nos ongles, tu sais. Mais le problème avec les chevaux, là, c'est de ne pas briser son rythme, être régulier autour du cheval, être calme. C'est ça qui est le plus important. Le cheval, il a confiance. Si tu fais des gestes brusques, il est surpris. Okay. Mais il faut peut-être attirer son attention, mais avec des gestes réguliers, puis smooth. Puis moi, j'ai la chance de... Ma femme travaille avec moi, elle tient les chevals, puis elle me met en confiance, puis elle flatte. Le cheval, je commence à travailler dessus quand il n'est pas stressé. S'il est stressé... Si vous le sentez stressé, c'est pas bon. C'est comme un chien. Quand tu rentres une maison étrangère, puis il est stressé, t'attends qu'il vienne à toi. Un cheval, c'est pareil. C'est la même chose. C'est un animal. On dit que les gens vous emmenaient leur cheval pour trouver une blessure. Vous n'êtes pas vétérinaire. Comment vous faisiez pour trouver une blessure à un cheval? Les pieds. J'ai des testeurs, des trécroises, puis ils checker, puis ils diagnostiquaient où ce qui était la douleur. Puis des fois, il y avait des abcès, même les vétérinaires, des fois, il y avait un abcès, puis ils la trouvaient pas. Moi, je la localisais, puis j'allais la chercher, tu sais. C'est ça, c'est trouver le point, tu sais. OK. Mais ça, est-ce que c'est une étude ou oui, c'est une étude. C'est une longue étude. Oui. Ah oui, c'est très long. Parce que pour travailler à l'hippodrome de Montréal, pendant toutes ces années-là, on va en revenir là, juste dans quelques instants là, aux chevaux de course. Il y a des chevaux qui sont excessivement... qui valent beaucoup d'argent. Oui, donc, ça veut dire que le propriétaire, à ce moment-là, vous fait une confiance aveugle, autrement dit. Il y a des chevaux qui valent 1 million, là. Exactement. J'ai des chevaux qui n'ont jamais été battus, moi, que j'ai ferrés, ils n'ont jamais été battus. Ils sont allés à l'extérieur, puis ils les ont ferrés, puis ils ne connaissaient pas, puis ça a mal tourné. Ça arrive souvent. Quel était exactement votre rôle là, à l'hippodrome de Montréal? On parle des années 70. Au début des années 70, à ce moment-là, c'était quoi là, votre rôle? C'était pas juste ferrer des chevaux? Oui, mais j'étais assistant avec OK. mon professeur. OK.
sais, j'étais assistant pendant 13 ans, mais j'avais ma clientèle aussi. Puis mon frère travaillait avec moi. On était 3. On ferait peut-être 15, 16 chevaux par jour, des fois 18. Hein, dans une journée. C'est quoi la différence entre ferrer un cheval de course puis ferrer un cheval de promenade? Est-ce que c'est le même fer à cheval? On va aller de même. C'est pas les mêmes fers. Bon, OK. Non, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que nous autres, le fer, il est léger. T'sais, parce que le cheval va courir pendant 1 mille de long, oui. à foule épouvante. Okay. Fait qu'il faut que ce soit comme des running shoes, c'est léger. Tandis que le cheval de selle va avoir plus un fer protecteur pour aller dans un gravel. C'est pas le même footing. T'sais, dans la roche ou ces affaires-là, ça prend un fer qui a plus de croquant. Tandis que nous autres, on court sur un coussin de poussière, de pierre. Okay. Un coussin, fait que le fer fait juste. Puis pour qu'il y ait de la grippe aussi, tu sais. Tandis l'autre, c'est un fer de randonnée qu'on appelle. Okay. Mais pour vous, travailler, c'est la différence entre travailler sur un cheval de promenade et un cheval de course, pour vous, il n'y a pas de différence? Non. Ben non. C'est sûr que c'était mieux avant dans les chevaux de course, avant qu'ils ferment en 2008, l'hippodrome, tu sais. Ça a été fermé. C'est pour ça que j'ai été travailler à Toronto, puis j'ai pas aimé ça non plus. J'aime pas l'ambiance. Je suis pas chez nous. Okay. Fait que j'ai décidé de lâcher la place. Parce que j'ai chez des clients de 30 puis 26 ans que j'avais, mais je les ai laissés à mon frère, tu sais. Ah, OK. Tu sais, je suis retourné les voir pareil, tu sais, c'est correct. Mais les autres, ils veulent continuer, mais c'est parce que ces gars-là avaient peut-être 20-25 chevaux avant. Ils sont tombés à 10, à 11, tu sais. Ah, OK. Moi, j'avais trop de millage pour les clientèles, ça me donnait, tu sais. Il me restait peut-être 3 gros clients. Mais à un moment donné, quand j'ai décidé de vendre, là, j'ai payé 5 puis 6 clients, des anciens, tu sais. Fait que là, j'avais de l'ouvrage par-dessus la tête, là. Okay. Puis c'est trop tard, c'était décidé, tu sais. Ma retraite, c'était décidé. Parlez-moi, M. Landry, d'une jument là, à Toronto qui avait ralenti, puis vous avez réussi, vous, en 2 semaines, à lui faire battre son propre record. Oui. Comment vous avez fait ça? Le jument avait des problèmes de crevasse en avant. OK. Elle boitait. Quand elle joguait, elle boitait. Mais le problème de crevasse, ça venait des pieds. C'est l'inflammation des pieds qui fait faire des crevasses. Fait que moi, j'ai pris la jument, puis à toutes les semaines, j'y touchais. J'ai mis des pads avec un Magic Cushion qu'ils appellent pour enlever l'inflammation des pieds. Les crevasses sont guéries. Là, à un moment donné, au bout d'une semaine, elle joguait mieux au bout de 2 semaines. Elle était presque parfaite. Elle a coursé. À partir de la 11e position, elle est venue finir 4e. La semaine d'après, elle est partie. Elle s'est distancée des autres, puis elle a gagné par 5 longueurs. Puis en plein hiver, elle a battu son record. C'était le fun. Quand on est descendu de Toronto, on s'est dépêché, on est arrivé au Salon de Paris, moi et ma femme, puis on l'a gagé, on a mis juste 10 piastres chaque pour le fun. Puis la jument a gagné pour le fun. En 53, c'était son record à vie, puis là, on était en hiver. Okay. C'est Mario Baillargeon qui amenait un de mes anciens clients qui était ici au Québec avant qu'ils soient rendus à Toronto. Pour vous, c'était le fun. Une gloire, autrement dit. C'est plus que la paye, ça. Oui, exactement, c'est ça. C'est une jouissance que tu as fait du bon travail, tu as du résultat. Puis quand tu retravailles ce monde-là, après les grooms qui prennent soin des chevaux, ils t'adorent, parce qu'ils adorent les chevaux, autres. Oui, ça, par exemple, moi, je me suis rendu compte plaisant. de ça parce que aujourd'hui, est-ce que je me trompe, M. Landry, moi, en disant qu'il y a une recrudescence dans les chevaux? On en voit beaucoup plus en Abitibi-Témiscamingue qu'on en voyait il y a peut-être 10 ans passés seulement. Ben, il y a 20 ans, même, je venais, puis c'était des chevaux de travail que le monde oui, avait. exactement, moi, j'étais c'est avec des chevaux de travail. Mais à cette heure, quand je suis revenu, là, je voyais les chevaux partout. J'ai dit, je m'en retourne par là, moi. J'ai dit à ma mère, je m'en retourne par là, ma retraite. Elle était contente. Ben oui, c'est sûr. Hein? Fait que, parce que on en voit partout. On va au Témiscamingue, il y en a beaucoup. En Abitibi-Ouest, il y en a beaucoup. Ben, on va vers Amos, il y en a aussi. Tous mes chevaux de compétition, nous autres, on faisait des futurités à 4 ans, tu sais, des poulains. Puis j'ai vendu tout ici en Abitibi. J'ai vendu la sœur de ma jument ici à Malartic, tu sais, à Yvan Lapierre, tu sais, un de mes amis de longue date. Hein. J'ai vendu des chevaux à lui, j'ai vendu des chevaux un peu partout ici. Parce qu'il y a... Puis il y a une chose qu'on remarque aussi, on voit dans des salons, dans des expositions, puis où il y a des chevaux. Puis vous avez touché un point, puis j'aimerais ça revenir sur ça. Les gens adorent leurs chevaux. Oui. C'est pour ça que c'est le fun de travailler pour eux autres, parce que tu leur fais plaisir, tu sais. J'ai des chevaux qui ont de la misère à marcher des fois, puis je vais voir, puis je les arrange. J'en ai arrangé plusieurs, là. Des chevaux qui ont des cas de fourbure, puis des affaires de même.
ou naviculaire, puis je les arrange, je les soulage. Fait que le cheval est heureux, le monde sont heureux. Ben oui, c'est sûr. Oui. Parce qu'il y a des propriétaires de chevaux, on parle là, de compétition dans les hippodromes, etc. Il y a des propriétaires qui ont des chevaux qui valent jusqu'à 1 million environ. Oui. Comment ils en sont venus à vous confier leur cheval? Puis, pour vous, travailler sur un cheval qui vaut 1 million, puis travailler sur un cheval que moi j'ai qui vaut peut-être 500 pièces, est-ce que c'est la même chose pour vous? Ben non. Vous êtes plus attentif, je ne sais pas. Est-ce que le travail est le même? Oui, parce que moi, c'est ma carte d'affaires arranger le cheval, qui valent que ce qu'il voudra. Le cheval, ce qui est important, c'est qu'il performe, qu'il aille bien, tu sais. C'est sûr que l'autre, il mérite plus d'attention parce qu'il faut que ça aille à la perfection. Si c'est un champion, il faut que ça aille à la perfection. Il ne faut pas qu'il y ait une marge d'erreur. Tu sais, il n'y en a pas. Exactement. Et c'est l'entraîneur, moi, que je travaille avec l'entraîneur, pas le propriétaire. C'est l'entraîneur qui me confie parce qu'il sait que j'ai l'expérience pour arranger le cheval. Tu sais, même il achète des nouveaux chevaux, puis il vient le voir atteler, vient le voir t'entraîner sur la traque. Là, je vais voir, puis je vois qu'est-ce que je peux faire. Changer l'allure. Est-ce que c'est difficile de changer l'allure d'un cheval de course? Non, pour moi, c'est pas difficile. Pour vous, c'est pas difficile? Je peux l'améliorer beaucoup. Je peux pas lui donner l'allure que le champion a, peut-être, mais je peux l'approcher, tu sais, en corrigeant des affaires, corriger sa motion. En voyant un cheval, il y en a, parce que des fois, on passe, puis dans un enclos, il y en a 4, 5, 6. Pour vous, là, est-ce que vous pouvez détecter à l'œil quelle sorte de cheval ça peut être? Oui. Un cheval agressif, un cheval doux, un cheval... Oui, ça, tu peux le voir un petit peu, mais... Qu'est-ce que vous voyez en premier sur un cheval? C'est les allures, la conformation, puis les allures. OK. Qui peut performer. Tu sais, le cheval a une plus belle allure. Tu sais. OK. Plus que le cheval couvre de terrain, meilleur il peut être. En terminant, M. Landry, d'après vous, pourquoi que l'industrie des courses est en baisse tant que ça? Je ne l'ai pas compris, mais c'est fermé au Québec, c'est fini. Oui, il n'y a plus. Je ne la comprends pas, celle-là. Moi, je la comprends pas. C'est parce que le monde, ils ont été trop exigeants. Ils ont fait des offres déjà, puis ils n'ont pas accepté. Ils ont donné des offres de garder juste l'hippodrome de Montréal, fermer les petites tracks qui coûtaient trop cher à René. Au lieu de se concentrer rien qu'une, ils voulaient tout garder. Tu sais. C'est les propriétaires, les éleveurs. Ça a été la grosse erreur. Parce que c'était trop un gros fardeau pour le gouvernement, d'après moi. Alors, en terminant, vous êtes à votre retraite, mais on peut dire semi-retraite. C'est ça, parce que j'aime travailler. Puis je suis en condition physique, vous avez vu, puis je suis en forme, puis j'aime ça. Puis vous êtes à Sainte-Rose de Pouillery. Alors, s'il y a des personnes qui voudraient plus vous connaître en ce sens, qui ont des chevaux ou quelque chose, peuvent communiquer avec vous. J'ai des bons clients qui m'appellent régulièrement, puis c'est super le fun, puis je suis content d'aller voir. Je suis content de les aider. Alors, M. Landry, Maréchal Ferrand, merci infiniment. Puis, continuez votre semi-retraite. Elle vous va bien. Oui. Puis, s'il y a des jeunes qui ont besoin d'aide... Ah, aussi, oui. Je peux les aider, forgeron, n'importe quoi. Je peux les aider parce que je ne pourrais pas toutes les faire. Mais je peux aider aux autres. Bon. Alors, M. Landry, merci infiniment de votre visite à cette émission-là. Puis, on en connaît beaucoup plus sur le métier de Maréchal Ferrand. OK. Je vous remercie beaucoup, M. Landry. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.